Je pensais autrefois que l'amour était censé ressembler à la sécurité. C'est ce que je me suis répété pendant 10 ans. Chaque matin, lorsque je préparais le café de Daniel exactement comme il l'aimait et 2 sucres, un soupçon de lait d'avoine, servi dans la tasse en céramique bleue que sa mère nous avait offerte comme cadeau de mariage, je me disais qu'un homme qui avait des préférences, qui avait des exigences, qui savait ce qu'il voulait, était un homme avec qui il valait la peine de construire une vie. J'avais 26 ans quand nous nous sommes mariés. Je ne savais pas encore qu'il existe une frontière très mince entre un homme qui a des exigences et un homme qui utilise ses exigences pour vous maintenir petite. Je m'appelle Claire Hartwell. Avant cela, j'étais Claire Morrison. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de la façon dont j'ai dû redevenir Claire Morrison délibérément, légalement et au prix d'un immense sacrifice personnel afin de survivre. Daniel et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Chicago. Il avait 34 ans, était promoteur immobilier commercial, avait de larges épaules et une grande éloquence, c'était le genre d'homme qui imposait sa présence dans une pièce sans jamais élever la voix. J'étais une jeune graphiste travaillant pour une agence d'identité de marque, encore en train de chercher qui j'étais. Il m'a courtisé avec l'intensité de quelqu'un qui a décidé de ce qu'il voulait et qui a l'habitude de l'obtenir. 3 mois plus tard, j'emménageais dans son appartement à Naperville. 6 mois après cela, nous étions fiancés. Ma mère a pleuré au dîner de fiançailles. Mon père a serré la main de Daniel et lui a dit « Prends soin de ma fille ». Je me souviens si clairement de ce moment aujourd'hui. Prends soin de ma fille. Comme nous nous trompions tous les deux sur ce que cela signifierait. Le premier signe d'avertissement est apparu si doucement que je ne l'ai presque pas perçu comme tel. C'était 6 semaines après notre mariage. J'étais au téléphone avec ma sœur Amanda en train de rire de quelque chose d'idiot, une plaisanterie de famille sur la terrible cuisine de notre oncle. Quand j'ai raccroché, Daniel se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine et me regardait. Il n'était pas en colère. Il était très calme. Ce calme, je l'apprendrai plus tard, était plus dangereux que n'importe quel éclat de voix. « Tu as l'air plus heureuse quand tu leur parles que quand tu me parles », a-t-il dit. J'ai pris cela en riant, ce n'est pas vrai. C'est bon, a-t-il répondu, c'est juste que je remarque les choses. Et c'était tout. C'était toute la conversation. Mais au cours des mois suivants, ces petites observations se sont accumulées comme des sédiments. Ta mère appelle beaucoup. Ta sœur ne comprend pas vraiment ta vie actuelle. Ton père ne m'a jamais approuvé, tu le sais, n'est-ce pas? Cela crée des tensions. Cela nous affecte. Il n'a jamais rien interdit ouvertement. Pas au début. Il a simplement fait en sorte que chaque appel téléphonique à ma famille ressemble à une petite trahison, à une fissure dans nos fondations, à un choix que je faisais contre lui. Dès la 2e année, j'appelais Amanda 1 fois par mois au lieu d'1 fois par semaine. Dès la 4e année, j'appelais mes parents uniquement pour leurs anniversaires et à Noël et des conversations qui duraient moins de 10 minutes parce que Daniel se trouvait quelque part à proximité, sans écouter directement, mais présent. Dès la 6e année, j'avais presque entièrement cessé de prendre l'initiative du contact. Je me disais que c'était une évolution naturelle, que les couples adultes s'éloignent de leur famille d'origine, que Daniel était ma famille désormais. Je me suis raconté un grand nombre d'histoires. Nous vivions dans une grande maison dans une banlieue calme à l'ouest de la ville. Les affaires de Daniel marchaient bien. J'avais cessé de travailler à temps plein après notre 2e année de mariage. Daniel estimait que ce n'était pas nécessaire, et dans la fatigue d'un jeune mariage, j'avais accepté. Je réalisais occasionnellement quelques projets de design en freelance, de petits travaux qu'il appelait « ton petit passe-temps », sans méchanceté apparente, ce qui, d'une certaine façon, rendait la chose encore pire. J'avais des amis, bien que de moins en moins chaque année, car notre vie sociale gravitait autour des collègues et des clients de Daniel, et mes anciennes amitiés dépérissaient par manque d'attention. Ma meilleure amie d'université, Megan, avait essayé de rester proche. Elle appelait régulièrement, mais Daniel ne l'aimait pas, il disait qu'elle avait une influence perturbatrice, qu'elle me rendait instable. Ainsi, ces appels sont également devenus quelque chose auquel je ne répondais que lorsqu'il n'était pas à la maison. Y a-t-il eu de bonnes années? Oui. Je ne prétendrai pas le contraire, car la vérité est complexe. Il y a eu des vacances, des dîners et des moments de réelle chaleur. Il y a eu des nuits où je croyais profondément que j'étais aimé. C'est ce qui rend ce genre d'histoire si difficile à raconter et si difficile à fuir. Ce n'est pas fait que d'obscurité.
Si ce n'était que de l'obscurité, vous partiriez. C'est la lumière stratégiquement placée qui vous retient. À l'époque où j'ai eu 36 ans, je n'avais pas parlé à mon père depuis près de 2 ans. Nous nous étions disputés et je me souvenais à peine à quel sujet et Daniel avait suggéré qu'un peu de distance nous ferait peut-être du bien à tous les deux. J'avais accepté. J'avais honte d'avoir accepté, mais j'avais accepté quand même. C'était un mardi de mars lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'étais en train de réorganiser le placard à linge, ce qui paraît banal, et l'était, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce que je parle bien à Claire Hartwell? La voix était formelle, posée. Auparavant Claire Morrison, fille de Robert Morrison de Charleston, Caroline du Sud. Oui, ai-je dit lentement, c'est bien moi. Je m'appelle Gérald Fisk. Je suis avocat spécialisé dans les successions. Madame, je suis vraiment désolé de vous informer que votre père est décédé il y a 14 mois. Il a marqué une pause. Nous vous recherchons depuis plus de 2 ans. La succession de Monsieur Morrison, qui comprend des actifs, des biens immobiliers et des investissements, a été conservée sous fiducie en attendant votre localisation. La valeur totale est d'environ 41 millions de dollars. Vous êtes l'unique bénéficiaire désigné. Je suis resté debout là, dans le couloir de ma maison, tenant une pile de thé d'oreiller pliée, sans émettre le moindre son. Je suis resté au téléphone avec Gérald Fisk pendant 40 minutes, même si je serais incapable de vous dire ce que contenait la majeure partie de cette conversation. J'en ai retenu des fragments, décédé il y a 14 mois. Événement cardiaque. Enterré à Charleston. Votre sœur Amanda était présente. Amanda. Ma sœur avait enterré notre père et je n'avais pas été là. Je n'avais pas été là parce que je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que j'avais permis qu'on me coupe si totalement de ma propre famille qu'il n'avait pas pu me retrouver. Cette dernière phrase s'est logée dans ma poitrine comme une écharde. Il me cherchait depuis 2 ans. Pas 2 semaines, 2 ans. Gérald Fisk m'a expliqué que les gestionnaires de la succession de mon père avaient tenté de me localiser à ma dernière adresse connue, la maison de mes parents où j'avais vécu avant d'emménager avec Daniel, ainsi que par les coordonnées associées à mon nom de jeune fille. Daniel et moi avions déménagé 2 fois au cours de notre mariage. Mes profils sur les réseaux sociaux, autrefois modestes, avaient été discrètement supprimés à la suggestion de Daniel des années auparavant. Pourquoi as-tu besoin que des inconnus soient au courant de ta vie privée? Mon adresse email avait changé lorsque j'avais cessé de travailler. J'étais devenu, sans m'en rendre pleinement compte, invisible. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur le sol du couloir. Je suis restée assise là pendant un long moment. Mon père était parti. Robert Morrison, qui m'appelait Claribert, jusqu'à ce que je sois assez grande pour en être gênée, qui avait entraîné mon équipe de baseball pour enfants alors même que j'étais nul. Qui avait conduit pendant 12 heures pour m'aider à emménager dans mon premier appartement et avait pleuré, véritablement pleuré sur le parking au moment de me dire au revoir. Il était parti. Et j'avais manqué les dernières années de sa vie. J'avais manqué sa maladie, ses derniers mois, ses funérailles. J'avais manqué l'occasion de lui faire mes adieux. Étaient-ce du chagrin que j'ai ressenti en premier? Ou était-ce de la rage? Même maintenant, avec le recul, je ne peux pas les séparer nettement. Ils sont arrivés ensemble, si étroitement tressés qu'ils semblaient ne faire qu'un. J'ai pensé à Daniel debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, calme et vigilant après mon appel avec Amanda. Tu as l'air plus heureuse quand tu leur parles que quand tu me parles. J'ai pensé aux 100 petits moments survenus depuis lors. Les soupirs, les silences, les remarques stratégiquement placées qui avaient réorienté mon comportement aussi sûrement qu'une main sur mon épaule pour me détourner du chemin. Il ne m'avait jamais interdit d'appeler ma famille. Il avait simplement rendu le coup de ses appels en tension, en friction conjugale, en sa déception silencieuse et blessée suffisamment élevée pour que j'aie choisi, librement et à plusieurs reprises, d'arrêter. Savait-il pour la succession de mon père? Cette question a fait surface lentement, et une fois apparue, je n'ai plus pu la repousser. Je me suis relevé. Je me suis lavé le visage au lavabo de la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. 36 ans, 10 ans de mariage, une maison qui n'était pas la mienne, une vie qui n'était pas la mienne, et 41 millions de dollars reposant dans une fiducie à Charleston à mon nom. Daniel serait à la maison à 19 heures. J'avais 4 heures devant moi. J'étais terrifié. Je veux être tout à fait honnête sur ce point.
la version de moi qui avait passé une décennie à s'adapter, à s'ajuster, à se faire plus petite pour entrer dans le moule que quelqu'un d'autre avait conçu pour elle. Cette femme avait profondément peur. Peur de la réaction de Daniel, peur du conflit. Peur, ai-je réalisé avec un haut le cœur nauséeux, de mon propre mari. Mais sous la peur, quelque chose d'autre bougeait. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis des années, à moi-même. Je me suis approché de mon ordinateur portable. Daniel et moi partagions l'accès à nos comptes ménagers et il vérifiait les relevés chaque mois. Je ne pouvais pas appeler Gérald Fisk depuis mon téléphone portable sans que cet appel n'apparaisse sur notre forfait partagé. Je ne pouvais pas faire de recherche sur le droit des successions depuis notre réseau domestique sans risquer que Daniel ne vérifie l'historique du navigateur. Il l'avait déjà fait auparavant, pas souvent, mais suffisamment pour que je sache que c'était possible. J'ai réfléchi avec soin. Puis je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque publique située 2 villes plus loin, à un endroit que Daniel n'avait aucune raison d'associer à mes habitudes. Je me suis connecté à un nouveau compte de messagerie sous une variante de mon nom de jeune fille. Et j'ai envoyé un message à Gérald Fisk pour solliciter une consultation confidentielle à son cabinet de Charleston. Pour la semaine suivante, je lui ai précisé que je voyagerais seul et lui ai demandé de ne plus jamais rappeler sur mon numéro de portable. Ensuite, je me suis assise sur le parking de la bibliothèque et j'ai rédigé une liste sur un bout de papier. La liste comportait 3 points. 1. Obtenir une vue d'ensemble complète, juridique, financière, tout. 2. Ouvrir un compte personnel uniquement à mon nom. 3. Ne rien révéler à Daniel jusqu'à ce que je comprenne exactement à quoi j'ai affaire. C'était un plan modeste. C'était aussi la première décision que je prenais entièrement pour moi-même depuis très longtemps. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, et quand Daniel est entré à 19h10 et m'a demandé comment s'était passée ma journée, j'ai répondu, calme. Rien de spécial. Je ne lui avais jamais menti avec autant d'aisance. J'ai constaté que je n'éprouvais pas la moindre culpabilité. J'ai dit à Daniel que je participais à un atelier de design de 2 jours à Cincinnati, un séminaire de formation continue pour les créatifs indépendants. C'était le genre de projet que j'avais déjà mentionné vouloir faire, de manière assez vague pour que ce soit crédible. J'ai réservé une vraie chambre d'hôtel à Cincinnati avec notre carte de crédit commune, j'ai payé la première nuit, puis je me suis rendu à l'aéroport et j'ai réservé un vol séparé pour Charleston avec une carte prépayée Visa achetée en espèces dans une pharmacie. Était-ce élaboré? Oui. Me sentais-je coupable de cette mise en scène? Étrangement, non. Ce que je ressentais, c'était une immense concentration. Concentré comme je ne l'avais pas été depuis des années. Cette concentration que l'on ressent lorsque quelque chose qui compte est enfin en jeu. Le cabinet de Gérald Fisk se trouvait au 3e étage d'un bâtiment historique en briques sur Broad Street, à 7 pâtés de maison de la demeure où mon père avait vécu. Je me suis assise en face d'un homme aux cheveux argentés, âgé d'une 60aine d'années, qui m'a regardé avec la sympathie mesurée et prudente de quelqu'un qui a annoncé des nouvelles difficiles à maintes reprises et a appris à le faire sans dramatisation excessive. Il m'a tout montré, le testament de mon père, rédigé il y a 11 ans et mis à jour il y a 6 ans, l'évaluation initiale de la succession, le registre des 2 années de recherche avec les lettres envoyées à ma dernière adresse connue, les appels aux numéros associés à mon nom. Les enquêtes auprès des voisins, et même le rapport du détective privé engagé 18 mois plus tôt lorsque les méthodes conventionnelles avaient échoué. 41 millions de dollars en actifs immobiliers, compte de placement et une fiducie familiale établie par mon grand-père. Tout m'était destiné en tant qu'unique bénéficiaire, avec une clause prévoyant une part pour Amanda en cas d'imprévu. Votre sœur était au courant des recherches, m'a dit Gérald. Elle nous a transmis toutes les informations dont elle disposait, mais elle avait également perdu tout contact avec vous. Amanda. Il fallait absolument que j'appelle Amanda. Il y a un autre point, a ajouté Gérald en ouvrant un second dossier. Au cours de notre procédure de recherche, notre enquêteur a relevé une anomalie. Il a fait glisser un document sur le bureau. Il y a environ 2 ans, une lettre a été adressée à ce cabinet. Elle émanait prétendument de vous et nous informait que vous souhaitiez renoncer à vos droits sur la succession, demandant que tous les actifs soient redirigés vers une fondation caritative. Il a marqué une pause. La lettre portait votre signature. J'ai fixé le document. L'imitation était soignée, presque parfaite, une inclinaison légèrement différente de la mienne, une subtile élongation de la majuscule « C », mais suffisamment ressemblante pour expliquer les hésitations initiales du cabinet.
Ce n'est pas ma signature, ai-je affirmé. C'est ce que nous avons établi, a répondu Gérald. Une expertise graphologique médico-légale a été menée après que votre sœur a contesté l'authenticité du document. C'était un faux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Madame Hartwell, la lettre a été oblitérée à Naperville, dans l'Illinois. Votre lieu de résidence actuel. Le bureau était plongé dans un silence absolu. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de nos têtes. Dehors, sur Broad Street, une voiture est passée. J'avais agrippé le rebord du bureau sans m'en rendre compte, j'ai relâché ma prise et posé mes mains à plat sur mes genoux. Naperville. Daniel avait envoyé cette lettre, ou l'avait fait envoyer. Il y a 2 ans précisément, la période pendant laquelle le cabinet de Gérald Fisk me recherchait activement, Daniel savait. Il savait pour le décès de mon père, pour la succession, pour les recherches, et il avait contrefait une lettre en mon nom pour détourner cet héritage. Depuis combien de temps connaissait-il la fortune de mon père? Le savait-il déjà lorsque nous nous étions mariés? Était cela une part de ce que je représentais à ses yeux, non pas seulement une épouse, mais une clé d'accès à une fortune dont il avait calculé qu'elle pourrait un jour se matérialiser? Je n'ai pas pleuré dans le bureau de Gérald Fisk. J'ai constaté cela avec une sorte d'étonnement distant. Je me suis tenu très droite et j'ai posé mes questions d'une voix parfaitement égale. J'ai demandé quelle était la procédure légale pour contester la fausse lettre, quels documents seraient exigés pour confirmer officiellement mon identité et réclamer la succession, quels étaient les délais et comment garantir la confidentialité. Gérald Fisk a répondu à chaque point avec une grande précision. Avant que je ne parte, il m'a dit, Madame Hartwell, permettez-moi de vous dire une chose avec prudence. Si vous avez des craintes pour votre sécurité personnelle ou quant à d'éventuelles entraves à cette procédure légale, des mesures de protection existent. Je vous encourage vivement à les envisager. Je l'ai remercié. Je suis sorti dans l'après-midi de Charleston, dans cet air lourd et tiède au léger relent marin, et je suis resté immobile sur le trottoir pendant 1 minute entière. Puis, j'ai composé le numéro de ma sœur. Amanda a décroché à la 2e sonnerie. Il y a eu un long silence lorsqu'elle a compris qui était à l'autre bout du fil. Puis elle a murmuré, claire, d'une voix totalement brisée. J'ai plaqué ma main contre ma bouche et j'ai respiré profondément jusqu'à pouvoir parler. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté les 18 derniers mois de notre père, le diagnostic, le déclin, les jours d'embellie et les moments sombres. Elle m'a dit qu'il avait constamment demandé de mes nouvelles. Elle m'a dit qu'il n'avait jamais compris pourquoi je m'étais éloigné, qu'il s'en était voulu, qu'il s'était rongé de soucis. Elle m'a confié qu'elle m'avait envoyé des lettres restées sans réponse, des emails qui revenaient avec des messages d'erreur, et qu'elle avait fini par conclure que j'avais délibérément choisi de couper les ponts. Je lui ai assuré que je n'avais rien choisi du tout. Je lui ai raconté ce que Daniel avait fait. Un autre long silence a suivi. Claire, a demandé doucement Amanda, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais récupérer ce qui m'appartient, ai-je répondu, et ensuite, je vais le quitter. Ce fut le véritable point de non-retour. Pas le coup de téléphone de Gérald Fisk, pas la lettre falsifiée, ni même la découverte du testament de mon père, c'était l'instant précis où j'ai prononcé ces mots à voix haute devant ma sœur, dans cette ville où reposait notre père, porté par une certitude absolue. De retour dans l'Illinois, j'ai agi avec autant de célérité que de prudence. Gérald Fisk m'avait mis en relation avec une avocate de Chicago spécialisée en droit de la famille, une femme nommée Patricia Okafor, vive et posée, qui gérait des divorces à fort patrimoine depuis 20 ans et semblait totalement impassible face au récit de ma situation. Lors de notre première entrevue, vêtue de lunettes de lecture retenues par une chaîne perlée, elle a pris des notes d'une écriture fine et méthodique. Avant de conclure, nous allons devoir documenter l'isolement, la falsification du document et tout contrôle financier qu'il a exercé. Cela demandera un peu de temps, mais la succession vous appartient déjà de plein droit. C'est une démarche distincte. J'ai ouvert un compte courant personnel dans une agence bancaire à l'autre bout de la ville à l'aide de mon permis de conduire. De mon numéro de sécurité sociale et d'un chèque de banque de $500, retiré en espèces en 3 fois au distributeur de notre compte joint sur une période de 2 semaines. Je n'ai inscrit que mon nom de jeune fille sur le compte. Je recevais toute ma correspondance par courriel sur l'adresse privée créée à la bibliothèque. J'étais méthodique, silencieuse, et je pensais être invisible. Mais Daniel a fini par remarquer quelque chose. Il n'a rien formulé de précis au départ, il n'agissait jamais ainsi. C'est la nature même de son attention qui a changé.
Il s'est mis à rentrer plus tôt, à me poser des questions de plus en plus pointilleuses sur mon emploi du temps, à rester planté près de moi quand je consultais mon téléphone. Une fois, il a vérifié le compteur kilométrique de ma voiture, feignant un geste anodin pour attraper un objet sur la banquette arrière, mais j'ai vu son regard se poser sur les chiffres. Tout a éclaté un samedi matin, 3 semaines après mon retour de Charleston. J'étais en ligne avec Patricia Okafor, postée dans notre arrière-cour près de la clôture du fond, là où j'étais convaincu qu'il ne pouvait pas m'entendre à travers les vitres. J'ignore s'il a capté des bribes de conversation ou s'il a découvert le nom de Gérald Fisk par un autre moyen, un relevé d'appel, ou un détail que j'aurais négligé de dissimuler, mais lorsque je suis rentré, il était assis à la table de la cuisine avec une immobilité très particulière. « Qui est Gérald Fisk ?» a-t-il demandé. La question est tombée comme une pierre au milieu d'une eau dormante. J'ai regardé les ondes se propager. « C'est un avocat spécialisé dans les successions », ai-je répondu. J'avais convenu avec Patricia qu'à ce stade, mentir était moins stratégique que de maîtriser ce que je choisissais de dévoiler. Il s'occupe de la succession de mon père. L'expression de Daniel a changé. Nulle surprise dans son regard, c'est ce qui m'a immédiatement frappé. Pas la moindre trace d'étonnement, il connaissait déjà ce nom. « Ton père t'a laissé de l'argent ?» a-t-il affirmé. Ce n'était pas une question. « Oui. »« Et tu consultes des avocats ?» a-t-il poursuivi, toujours avec cette froideur maîtrisée, sans m'en toucher un mot. « Oui », ai-je répliqué, car j'ai découvert qu'une lettre a été envoyée au cabinet chargé de la succession il y a 2 ans, contrefaisant ma signature pour faire don de l'héritage à une fondation caritative. Je l'ai fixé droit dans les yeux, le courrier a été posté depuis Naperville. Un lourd silence s'est installé. « C'est une accusation très grave », a dit Daniel. « C'est le résultat d'une expertise médico-légale », ai-je rétorqué. C'est alors que son masque d'impassibilité s'est fendu non pas pour laisser place à des cris, car Daniel ne criait presque jamais, ce n'était pas son registre, mais pour révéler quelque chose de bien plus glacial et menaçant. Il m'a assuré que la situation me dépassait totalement, que j'ignorais dans quoi je m'embarquais, que les frais d'avocat allaient me ruiner sans que j'aie accès aux fonds nécessaires, et que la moindre action en justice publique se retournerait contre moi. Il a sous-entendu que notre entourage et les personnalités respectables qui l'entouraient trouveraient, fort intéressantes, certaines révélations sur mes prétendus antécédents psychiatriques. Je n'avais aucun problème de santé mentale, mais la menace d'en forger de toutes pièces était on ne peut plus claire. Il m'a prévenu que j'étais en train de commettre la plus grande erreur de ma vie. Il s'est avancé tout près de moi, sans me toucher, mais d'une manière oppressante, réfléchi très attentivement, clair, avant de poser un acte irréversible. Debout dans ma propre cuisine, j'ai ressenti l'ancienne terreur, ce réflexe d'effacement conditionné chez une femme qui avait appris que le désaccord avait un prix. J'ai éprouvé cette peur de tout mon être. Puis, j'ai entendu ma propre voix, étonnamment ferme, c'est déjà fait. La machine est en marche, et toute nouvelle tentative d'ingérence dans le règlement de cette succession sera consignée et signalée à la justice. Il m'a dévisagé longuement. Une ombre de calcul a traversé son regard, chassant la fureur. Puis, il a ramassé ses clés sur le plan de travail et a quitté la maison. J'ai aussitôt composé le numéro de Patricia Okafor pour lui faire part de cet échange. Elle m'a recommandé de rester au domicile conjugal, d'éviter tout acte susceptible d'être interprété comme un abandon du foyer, et de faire preuve de la plus grande vigilance. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain, j'ai pris la route pour le chalet de Megan au bord du lac, à 3 heures au nord. Je l'avais enfin appelée pour tout lui déballer, entre larmes et long silence. J'ai passé 4 jours chez elle. Je marchais le long des berges au lever du jour. J'ai fait de longues nuits d'un sommeil ininterrompu, une première depuis des années. Assise sur le porche en soirée à regarder le soleil décliner sur l'eau, je me suis permis d'entrevoir, par petites touches prudentes, ce que pourrait être mon avenir. Cela ressemblait à un vaste espace. Cela ressemblait à de l'air pur. Cela ressemblait à quelque chose que je m'étais interdit d'imaginer depuis si longtemps. Je suis rentré du chalet un jeudi après-midi et j'ai trouvé des fleurs fraîches sur le comptoir de la cuisine, des tulipes jaunes pâles, mes fleurs favorites d'il y a 10 ans, à l'époque où Daniel y prêtait encore attention. Un mot manuscrit était appuyé contre le vase, j'ai réfléchi. Je refuse de te perdre. Pouvons-nous parler ? L'écriture était soignée, appliquée, avec une pression du stylo un peu plus marquée qu'à l'accoutumée. Je suis resté là à contempler ces tulipes pendant un moment,
puis j'ai glissé le mot dans mon sac pour enrichir le dossier de Patricia Okafor avant de monter défaire mes bagages. Au cours des 2 semaines suivantes, Daniel a orchestré ce que j'ai qualifié pour moi-même de « campagne de séduction ». Rien de frénétique ni d'éperdu, il était bien trop méthodique pour cela. C'était une manœuvre mesurée, réfléchie, parfaitement calibrée d'après mes faiblesses. Il a cuisiné à 2 reprises en préparant mes plats préférés. Il rentrait dès 18h chaque soir, adoptant cette attitude prévenante et douce qu'il savait afficher lorsqu'il voulait plaire. Il ne disait mot des avocats, de l'héritage ou de la lettre falsifiée. Il évoquait nos débuts, notre rencontre à Chicago, notre voyage au Portugal pour nos 3 ans de mariage, ces plaisanteries complices qui avaient autrefois semblé être les fondations d'un langage secret qui n'appartenait qu'à nous. L'avais-je aimé? Absolument, cela ne faisait aucun doute. La vraie question était de savoir ce que cet amour m'avait coûté et si j'étais disposé à continuer d'en payer le prix. Un soir, il s'est assis face à moi dans le salon et a pris une voix plus feutrée, plus grave, livrant une prestation de sincérité si bien exécutée qu'elle aurait pu tromper n'importe qui. « Je sais que j'ai fait des erreurs », a-t-il murmuré. « Je sais que j'ai été trop directif. Je veux que l'on arrange les choses. » Il s'était approprié le vocabulaire adéquat, ce champ lexical emprunté à la psychologie de couple, dessinant une confession sur mesure pour paraître honnête sans rien céder sur le fond. Je l'écoutais parler, notant l'absence totale de mention de la fausse signature. Je notais que ces « erreurs » demeuraient soigneusement vagues. Je remarquais surtout qu'à aucun moment il n'a admis « Je savais pour l'héritage de ton père et j'ai tenté de te le voler. » « J'apprécie que tu me dises cela, » ai-je répondu. Il s'est penché en avant, nous pourrions repartir sur de nouvelles bases. Une thérapie de couple, faire table rase du passé. Quant à cet argent, ce à quoi tu as droit, je ne compte pas me battre pour cela. Tu pourras tout garder. Ce à quoi j'avais droit. Il formulait cela comme une concession généreuse de sa part, plutôt que comme la simple reconnaissance de mes droits légitimes sur les biens de mon propre père. Merci, ai-je répliqué d'un ton égal. Il est resté dans l'attente d'une réaction plus chaleureuse. Ne voyant rien venir, ses yeux ont imperceptiblement scié mais j'avais passé 10 années à décrypter les moindres micro-expressions de son visage. Il s'était imaginé que les fleurs, les dîners et ses douces soirées auraient suffi à m'amadouer. Il n'en était rien. Je n'étais pas agressive, j'étais devenue tout simplement impénétrable. J'avais désormais Amanda à mes côtés. Nous nous parlions un jour sur 2, lors de longs échanges téléphoniques depuis ma voiture garée un peu plus bas dans la rue, exactement comme autrefois. Elle m'a dévoilé des anecdotes sur notre père que j'ignorais, il avait mis en place cette fiducie précisément parce qu'il s'était inquiété, vers la fin de sa vie, de me voir prise au piège d'une situation malsaine. Sans jamais nommer Daniel explicitement, il avait confié à Amanda, un homme qui isole une femme de sa famille ne le fait jamais par hasard. Il l'avait pressenti, avec cette intuition que possèdent parfois les pères sans pouvoir en apporter la preuve, et il avait cherché à tisser un filet de sécurité pour me protéger. J'avais aussi le soutien de Megan, qui prenait de mes nouvelles chaque matin d'une question simple, « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Vraiment ? Ce simple mot, « vraiment », était une bénédiction. Chaque fois qu'un être cher s'enquérait de mon état réel, je reconstruisais patiemment, brique par brique, la Claire qui existait avant ces 10 ans d'effacement continu. Elle avançait encore à pas hésitants, tel un membre engourdi réapprenant à porter du poids, mais elle était belle et bien vivante. Daniel m'épiait le soir avec le regard d'un homme en pleine réévaluation stratégique. La douceur ayant échoué, je le voyais chercher son prochain coup. Je veillais à ne rien laisser paraître de ma clairvoyance. Je demeurais avenante, presque chaleureuse, de cette politesse machinale forgée par 10 ans de vie commune. Je répondais à ses questions, le remerciais pour les repas et passais mes soirées à ses côtés, renvoyant l'image d'une épouse hésitant à sauver son foyer. En coulisses, je passais en revue les dossiers juridiques 3 fois par semaine avec Patricia Okafor. Gérald Fisk avait officiellement enregistré la confirmation de mon identité et rétabli mes droits sur la succession. La plainte pour faux avait été formellement transmise au procureur du comté de Charleston. Les rouages judiciaires tournaient à plein régime, implacables et invisibles sous le vernis de notre quotidien. La nuit, seul dans la chambre d'amis, la peur me rattrapait parfois. Pas l'ancienne terreur paralysante qui poussait à la soumission, mais une angoisse plus saine et lucide, celle d'une femme engagée dans une lutte bien réelle, avec des conséquences tangibles sur un terrain incertain. J'acceptais cette peur, sans chercher à la fuir ni à m'en distraire. Je la regardais en face, la mettais de côté,
puis trouver le sommeil. Pour la première fois depuis une décennie, j'étais maîtresse de mes actes. Leur offensive a eu lieu un dimanche après-midi de la fin avril, sans crier gare, une manœuvre typique. J'avais appris que la mère de Daniel, Patricia Hartwell, appliquait toujours ce précepte, surprendre son adversaire pour le priver de tout temps de préparation. Âgée de 71 ans, d'une élégance irréprochable et menue, elle maniait une autorité à la fois mielleuse et agressive, semblable à un poing d'acier dans un gant de velours. Elle ne m'avait jamais porté dans son cœur, je l'avais deviné dès la première année, mais elle m'avait toléré avec la politesse affectée d'une femme soucieuse du camp, dira-t-on. La berline de Daniel s'est garée dans l'allée à 14 heures. Posté à la fenêtre du premier étage, je les ai vus descendre tous les deux. Après une lente et profonde inspiration, je suis descendu leur ouvrir avant même qu'ils ne sonnent. Claire, ma chérie. Patricia m'a gratifié de son habituelle étreinte parfumée et expéditive, un baiser sur chaque joue sans contact réel, pure façade d'affection. Nous nous faisions tant de soucis pour toi. Ils se sont installés au salon. Daniel avait composé sur son visage ce masque bienveillant arboré depuis des semaines. Patricia a calé son sac sur ses genoux et a entamé son discours. Elle a d'abord feint l'inquiétude, comment allais-je, au fond? Cela avait dû représenter un choc terrible. Sa voix distillait l'idée perfide que le deuil de mon père, la succession et mes démarches actuelles n'étaient que les égarements d'un esprit fragile plutôt que les réactions légitimes d'une femme spoliée. Elle a insisté sur l'attachement de « notre famille » entendée par la Daniel et elle-même à la préservation de la stabilité. Puis elle a réécrit l'histoire, avec force douceur, elle a expliqué combien Daniel s'était dévoué pour moi, combien mon repli l'avait peiné, et de quelle façon il avait tenté de me préserver d'un climat familial toxique pour toi, Claire, tu en as bien conscience. Le tour de passe-passe était saisissant, mon isolement forcé devenait une mesure de protection, et mon éloignement familial, une cure de repos soigneusement orchestrée pour mon bien. Enfin, elle est passée aux choses sérieuses, les procédures successorales, a-t-elle argué, risquaient de faire grand bruit. Les expertises graphologiques, les assignations, l'intérêt potentiel de la presse pour ces accusations de faux allaient jeter l'opprobre sur tout le monde. Sans compter qu'un litige sur un héritage, même légitime, pouvait s'enliser pendant des années et des années de tracas, de dépenses astronomiques et d'expositions publiques. Elle m'a fixé avec un regard faussement maternel qui ne masquait guère sa froideur. Nous avons pensé, Daniel, notre avocat et moi-même, qu'un arrangement plus digne serait préférable. Tu pourrais toucher une transaction financière privée, sans que tout cela ne soit étalé sur la place publique. Une somme généreuse, à la hauteur de ce que. Combien? Les jeux coupés. Prise de court par cette franchise brutale, elle a scié. Quel montant proposez-vous pour cette transaction? Elle a avancé un chiffre. C'était une somme considérable pour le commun des mortels, mais cela représentait moins du quart de la succession réelle. Un silence de plomb est retombé sur la pièce. Dehors, le ronronnement d'une tondeuse résonnait dans le voisinage, scellant le décor d'un dimanche après-midi de banlieue ordinaire. Vous me demandez donc d'accepter moins du quart de mon héritage, ai-je résumé, dans le plus grand secret, et très certainement en échange de l'abandon des poursuites pour faux en écriture. Cette enquête, est intervenu Daniel, brisant un silence de 10 minutes, repose sur une analyse graphologique qui ne tiendra pas devant un tribunal. L'examen d'une écriture n'est pas une science infaillible, n'importe quel homme de loi te confirmera qu'un procès est une loterie. Mon avocate m'affirme tout le contraire, ai-je rétorqué. Patricia a tenté une ultime manœuvre, adoptant un ton plus confidentiel et touchant, elle a juré m'avoir toujours aimé comme sa propre fille, reconnu que ses épreuves avaient été pénibles pour chacun, et rappelé que sous la pression. Les gens prenaient parfois des décisions malheureuses qu'il valait mieux régler en privé pour pouvoir tourner la page. Cette offre, a-t-elle insisté, était une chance inespérée, de s'en sortir avec dignité. Ce fameux mot, la dignité. Comme si la dignité consistait à se taire. Comme si la réponse digne face à une signature contrefaite et 10 années d'isolement méthodique consistait à accepter un arrangement discret, une poignée de main et l'effacement pur et simple du préjudice subi. L'atmosphère s'est immédiatement glacée. Les traits de Patricia se sont durcis instantanément. Le calme fin de Daniel a volé en éclats pour révéler une émotion que je lui avais rarement vue, une rage pure et incontrôlée. Sa mâchoire s'est contractée et une veine est apparue sur sa tempe. Tu commets une terrible erreur, a-t-il lâché d'une voix qui ne ressemblait plus à une mise en garde, mais à une menace ouverte. Dans ce cas, ce sera mon erreur, ai-je répondu. Ils ont quitté les lieux 7 minutes plus tard.
Les salutations de Patricia furent cinglantes, le vernis d'amabilité s'étant totalement volatilisé. Sur le pas de la porte, j'ai regardé leur véhicule quitter l'allée en marche arrière. Une fois la voiture hors de vue, je suis rentré m'asseoir sur le carrelage de la cuisine, adossé au meuble bas, exactement comme je l'avais fait dans le couloir le jour où Gérald Fisk m'avait jointe. Je tremblais légèrement. La peur était indéniable et je ne cherchais pas à la minimiser, j'affrontais des gens puissants, pourvus de moyens considérables et animés par la férocité propre à ceux qui s'estiment lésés de ce qu'ils n'ont jamais mérité. Pourtant, sous mes tremblements, une force nouvelle s'était éveillée, la même certitude née au cabinet de Gérald Fisk, sur le parking de la bibliothèque et dans la cuisine de Megan lorsque j'avais formulé mon vœu, je vais récupérer ce qui m'appartient. La peur ne me réduisait plus à l'impuissance, elle était devenue mon moteur. À l'exact opposé de la décennie passée où la crainte me poussait à m'effacer, l'angoisse me rendait cette fois plus déterminée et plus grande. J'ai aussitôt appelé ma sœur, ils sont venus, lui ai-je annoncé, et j'ai refusé leur offre. J'ai perçu son long soupir de soulagement au bout du fil, « Parfait », a-t-elle murmuré, « c'est parfait ». L'audition préalable s'est déroulée un jeudi matin de la fin mai, dans une salle de conférence au 14e étage d'un grand cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago. Patricia Okafor l'avait exigé dans le cadre de la procédure de divulgation des pièces de notre divorce. Daniel était contraint de répondre sous serment à des interrogations détaillées sur son patrimoine, ses communications et ses manœuvres relatives au bien commun comme à l'héritage de sa femme. Ma présence n'était nullement requise, mais j'avais tenu à être là. Les lieux étaient épurés et austères, une grande table ovale, un sténographe judiciaire installé dans un coin et d'immenses baies vitrées surplombant la ville. Daniel s'est présenté aux côtés de son conseil, un dénommé Cresswell au bouton de manchette luxueux et au regard perçant. Daniel lui-même affichait une assurance parfaite, costume bleu marine sur mesure et port altier, incarnant à merveille l'homme d'affaires en totale maîtrise de la situation. Assise à la gauche de Patricia Okafor, je n'ai pas daigné lui accorder un regard lorsqu'il a franchi la porte. La première partie de la séance fut purement technique, état des finances, inventaire des actifs, calendrier de notre union et de notre séparation. Daniel s'exprimait avec prudence et mesure, pesant chaque terme. Son avocat intervenait régulièrement pour consigner des objections d'usage. Puis, Patricia Okafor a ouvert une seconde chemise cartonnée. Elle avait abattu un travail d'investigation remarquable, au cours de la procédure de communication des pièces, elle avait obtenu sur injonction judiciaire l'accès aux comptes de messagerie personnelle de Daniel et démarches qu'il avait vainement contestées ainsi qu'aux correspondances d'un clerc de notaire rémunéré, comme nous l'avions découvert, par le biais d'une société écran rattachée à l'une des filiales de Daniel. Le contenu de ces documents s'est avéré accablant. Monsieur Hartwell, a entamé Patricia d'une voix parfaitement neutre, je vous soumets la pièce numéro 14. Pouvez-vous identifier ce courriel? Daniel a parcouru le document des yeux, non, a-t-il affirmé. Ce message a été émis depuis votre adresse personnelle le 3 mars, il y a 7 ans, à destination d'un prestataire de gestion de données informatiques. L'objet stipule, correspondance Morrison. Maintenir le routage automatique. Pourriez-vous nous éclairer sur la nature de cette directive? Un silence pesant est tombé. Le routage, les courriels. Patricia avait mis au jour bien plus que la fausse lettre de renonciation, elle avait découvert toute la machination sous-jacente. Durant des années, Daniel avait orchestré le détournement systématique des messages électroniques que m'adressaient Amanda et mon père depuis leur boîte privée. Ces courriels n'étaient pas supprimés, mais discrètement redirigés vers une boîte de réception clandestine qu'il surveillait personnellement. Je n'en avais jamais eu connaissance. Mon père m'avait écrit sans relâche. Amanda m'avait écrit sans relâche. Tous ces messages d'amour et de détresse avaient été réceptionnés pour être aussitôt étouffés dans l'ombre. Pas moins de 43 courriels de mon père, échelonnés sur 5 années, figuraient dans le dossier, certains prenaient simplement de mes nouvelles, d'autres détaillaient ses problèmes de santé, s'enquéraient de ma vie. Me disaient combien il était fier de moi et combien il souffrait de ne pas comprendre le mur de silence qui s'était dressé entre nous. Le tout dernier message, envoyé 8 mois avant son décès, disait ceci, « Claribert, j'ignore si ces lignes te parviennent. Je l'espère de tout cœur. Sache simplement que tu n'y es pour rien. Quoi qu'il se soit passé, tu n'as absolument rien à te reprocher. Je t'aime. » Patricia Okafor avait fait imprimer ce message sous la forme d'une pièce à conviction distincte. Elle l'a fait glisser en silence sur la table en direction du sténographe judiciaire. L'avocat de Daniel s'est penché vers son client et un échange fébrile s'est engagé à voix basse.
Daniel s'était raidi sur son siège, son masque d'assurance se fissurant à vue d'œil. Ce dispositif de détournement, a poursuivi Patricia sans marquer d'arrêt, a été mis en service le mois même de votre union avec Madame Hartwell. Est-ce là une simple coïncidence? J'ordonne à mon client de garder le silence, est intervenu Cresswell. C'est votre droit, et le procès-verbal en prendra acte, a répliqué Patricia sans même lever le nez de ses notes. Pièce numéro 17, Monsieur Hartwell, voici l'ordre de virement bancaire émis il y a 4 ans depuis les comptes de votre société vers un cabinet d'investigation basé à Charleston. D'après leurs propres documents, ce cabinet a été mandaté pour des recherches généalogiques et successorales. Elle a planté ses yeux dans les siens. Meniez-vous des investigations sur le patrimoine de la famille Morrison? Daniel est resté muet. Saviez-vous pertinemment, au moment d'ordonner ce virement, que le père de votre épouse l'avait désigné comme légataire unique d'une succession estimée à près de 41 millions de dollars? Mon client a tenté de couper Cresswell. C'est la réponse de votre client que j'exige, a rétorqué Patricia d'un ton courtois mais intraitable. Ce qui a suivi s'est joué en un instant, un détail qui aurait pu échapper à un observateur profane. La mâchoire de Daniel s'est crispée, et sa main droite posée sur la table s'est fermée en un poing serré avant de se rouvrir lentement. Lorsqu'il a enfin pris la parole, sa voix avait ce timbre sourd, étranglé par la tension, que je ne lui avais entendu qu'à de très rares occasions au cours de notre mariage, la marque d'une fureur contenue face à une situation qui lui échappait totalement. Tu n'as pas la moindre idée, a-t-il lâché en s'adressant directement à moi et non à mon avocate, de ce contre quoi je t'ai protégé. Ta famille était. Daniel, a intimé Cresswell en lui posant fermement la main sur l'avant-bras, elle avait déjà coupé les ponts bien avant. Daniel, taisez-vous. A tranché son conseil avec sévérité. Mais le mal était fait, la déclaration venait d'être prononcée sous serment, inscrite mot pour mot au procès-verbal sous la plume du sténographe judiciaire. Tu n'as pas la moindre idée de ce contre quoi je t'ai protégé. C'était un aveu sous couvert de justification, la reconnaissance explicite d'une ingérence délibérée, réfléchie et calculée, formulée par un homme qui réalisait avec effroi qu'il venait de perdre le contrôle. Plus rien ne lui obéissait. J'ai posé mon regard sur Daniel Hartwell, cet homme que j'avais épousé, chéri et pour lequel je m'étais effacé pendant une décennie entière, et j'ai ressenti une profonde métamorphose intérieure. Ce n'était ni de la hargne, ni de la rancœur, ni la griserie de la victoire, c'était une délivrance inébranlable, le sentiment d'avoir définitivement soldé les comptes. Nous suspendons la séance pour 15 minutes, a annoncé sereinement Patricia. Je me suis levé pour aller contempler la ville à travers la baie vitrée sans rien en voir. La partie était finie. Cette pause d'un quart d'heure marqua l'épilogue de la bataille. Non pas que Daniel ait déposé les armes avec panache, il en était incapable, mais les preuves accumulées avaient produit leur effet inexorable, elles avaient pulvérisé sa ligne de défense. Dans les semaines qui suivirent, son avocat déposa 3 recours successifs pour tenter de faire rejeter les preuves de détournement de correspondance sous prétexte d'irrégularité procédurale. Patricia avait anticipé chacune de ces démarches et blindé ses requêtes pour parer à toute contestation, les recours furent rejetés les uns après les autres. 2 semaines plus tard, Cresswell sollicita un report d'audience afin de préparer une réponse au dossier d'accusation, demande qui ne lui fut accordée que très partiellement. L'étau judiciaire se resserrait méthodiquement autour de Daniel. La procédure pénale pour faux en écriture, engagée plusieurs mois auparavant auprès du parquet du comté de Charleston, aboutit à la fin du mois de juin. Daniel fut officiellement inculpé d'usage de faux sur acte juridique, un crime lourdement puni par les lois de Caroline du Sud. Son nom figurait en toutes lettres sur l'acte d'inculpation, tout comme la personne morale de sa société par le truchement de laquelle le faussaire avait été rétribué. Pour sa défense au pénal, Daniel dut engager un cabinet spécialisé dans la délinquance financière qui lui factura ses honoraires au prix fort. Les frais de justice commencèrent à s'accumuler de manière dramatique pour un homme dont la trésorerie réelle était bien moins florissante que ne le laissait paraître son train de vie. Le jugement de divorce fut prononcé un mardi à la fin du mois d'août, 14 mois après ce coup de fil providentiel de Gérald Fisk dans le couloir de ma maison. J'ai fait face à Daniel une ultime fois dans ce même immeuble du centre-ville, une autre salle de réunion, mais le même décor feutré et impersonnel. Il paraissait brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec son physique, toujours tiré à 4 épingles, toujours digne en apparence, mais son assurance avait mué. Ce n'était plus l'assurance du stratège triomphant, mais celle, résignée, d'un joueur tentant de limiter ses pertes. Les termes de la convention étaient limpides, Patricia Okafor y ayant veillé scrupuleusement, Daniel fut totalement débouté de toute prétention sur l'héritage Morrison.
Ces 41 millions m'appartenaient de plein droit, reconnus et transférés à mon nom, rigoureusement exclus du patrimoine matrimonial comme il l'avait toujours été. Au titre du partage des biens communs, je me suis vu attribuer la propriété de Naperville que j'ai aussitôt mise sur le marché, n'ayant aucunement l'intention d'y remettre les pieds, la moitié des comptes conjoints. Ainsi qu'une pension compensatoire compensant mes 10 années d'interruption de carrière. Son avocat avait tenté d'en réduire le montant, mais la preuve irréfutable du sabotage social et professionnel orchestré par Daniel via le détournement de mes courriels a rendu leurs prétentions intenables. Daniel a apposé sa signature en bas des actes sans m'accorder un seul regard. En observant sa plume courir sur le papier, je n'ai ressenti aucun triomphe éclatant, aucune bouffée de chagrin, j'ai seulement éprouvé une paix profonde et inaltérable, le soulagement immense de voir disparaître un fardeau si longtemps porté qu'on en avait oublié le poids. Le déblocage complet de la succession Morrison intervint 3 semaines plus tard. Gérald Fisk m'a appelé un mercredi matin, de cette même voix mesurée qui m'avait jadis contacté à Naperville, mais empreinte cette fois d'une bienveillance sincère. « Madame Morrison », a-t-il articulé en employant délibérément mon nom de jeune fille. « J'ai l'honneur de vous annoncer que les transferts de fonds sont effectifs. L'intégralité des avoirs que votre père vous a légués est désormais à votre entière disposition. » Il a marqué une courte pause, je suis convaincu qu'il en aurait été immensément soulagé. J'étais assise à la table de la cuisine d'Amanda quand j'ai reçu cette nouvelle. Je m'étais installé chez elle à Charleston le temps que la maison de l'Illinois trouve acquéreur, dormant dans la chambre d'amis qui sentait le bois de cèdre et les livres anciens. Descendant me promener sur les quais au petit matin et allant me recueillir sur la tombe de mon père 2 fois par semaine dans la quiétude de l'après-midi. Amanda, qui me faisait face, a deviné les paroles du notaire à travers l'écouteur, ses yeux se sont embués d'émotion en lisant la délivrance sur mon visage. Alors, a-t-elle murmuré quand j'ai raccroché. Ça y est, c'est fini, ai-je soufflé. Elle a tendu les bras au-dessus de la table pour serrer mes 2 mains dans les siennes. Le procès pénal de Daniel suivait son cours, la justice est lente, mais les charges étaient accablantes, les pièces irréfutables et l'issue ne laissaient guère de place au doute d'après Patricia Okafor. Je n'avais nul besoin d'assister à ces audiences ni d'être le témoin de sa déchéance, j'avais recouvré mes droits. Mon père avait veillé sur moi à travers le temps et l'espace, des années après que sa voix s'était éteinte. Assise dans cette cuisine de Charleston, les mains enlacées dans celles de ma sœur, j'ai enfin savouré ma liberté. J'ai fait l'acquisition d'une maison à Charleston, située à 5 km des quais, dans une avenue ombragée de vieux chênes centenaires dont la canopée formait une voûte au-dessus de la chaussée. Une charmante demeure des années 1920 de style craftsman, ornée de parquets anciens et d'une vaste véranda orientée à l'ouest où les crépuscules s'étiraient en teinte dorée. C'était la toute première maison que j'achetais, Daniel avait acquis celle de Naperville avant mon arrivée, et je n'avais fait qu'habiter un espace qui ne m'appartenait pas. Choisir chaque teinte de peinture, sélectionner chaque meuble, planter des massifs fleuris le long de l'allée. Ces gestes anodins revêtaient une signification si profonde que je devais parfois m'arrêter pour réaliser que tout cela était bien réel. Megan est venue me rendre visite dès le premier automne, nous avons passé 3 soirées consécutives sur la véranda à siroter du vin et à refaire le monde, retrouvant la complicité de nos 20 ans que j'avais failli laisser dépérir. Elle m'a confié ne m'avoir jamais oublié et avoir simplement attendu mon retour. Je ne mesurais pas à quel point il m'avait manqué d'être entouré par ceux qui m'avaient connu avant mon effacement. J'ai repris mon métier de graphiste pour de bon non plus comme un passe-temps, mais comme la véritable carrière professionnelle à laquelle j'avais renoncé. J'ai aménagé un atelier lumineux dans la 2e chambre, y travaillant chaque matin les fenêtres grandes ouvertes sur le jardin. L'inspiration est revenue d'elle-même, avec cette aisance propre aux talents qui n'ont jamais disparu, mais sont simplement restés en sommeil. J'ai également créé une fondation au nom de mon père pour financer des ateliers artistiques dans les écoles défavorisées de Caroline du Sud, un engagement qui lui tenait particulièrement à cœur, comme me l'a confirmé Amanda en me confiant ses carnets de notes. Je prolongeais ainsi ses volontés, comme si un dialogue silencieux se poursuivait par-delà la mort. Pour l'anniversaire de sa disparition, je me suis rendu seul sur sa tombe aux premières lueurs du jour, je lui ai raconté la maison, l'atelier, et sa petite fille Lily, âgée de 7 ans. Qui avait commencé à m'appeler « Tati Claire » avec une tendresse spontanée qui est venue combler un vide secret au fond de mon cœur. Ai-je refait ma vie sentimentale? Avec le temps, et prudemment. 18 mois après le divorce, j'ai fait la connaissance de Thomas par le biais d'un ami d'Amanda, un architecte doux, drôle, qui n'éprouve aucun besoin maladif de contrôler qui que ce soit. Je n'ai rien précipité, j'avais désormais l'éternité devant moi. Dans le même temps,
L'existence de Daniel Hartwell a périclité sous le coup des déboires financiers et judiciaires. Sa condamnation pour faux a été assortie d'une lourde sanction financière, de 3 ans de mise à l'épreuve et d'heures d'intérêt général. Les poursuites au civil pour manœuvres frauduleuses, combinées aux honoraires de ses avocats et à la liquidation de notre communauté, ont englouti une grande partie de la fortune qu'il avait mis 20 ans à bâtir. Il a dû vendre la demeure de Naperville pour emménager dans une maison plus modeste, puis dans un simple appartement de location. Ses affaires ont périclité et ses relations d'affaires ont pris leur distance avec la froideur propre à ceux pour qui la réputation est un capital précieux. Sans disparaître totalement, il s'est retrouvé diminué sur tous les plans qui importaient à cet homme qui n'existait que par l'illusion de sa toute-puissance. Patricia Hartwell m'a fait parvenir un courrier environ 8 mois après le jugement, 3 paragraphes dépourvus de la moindre excuse, se bornant à insinuer perfidement que j'avais brisé une famille. J'ai transmis la lettre à Patricia Okafor pour l'ajouter au dossier, sans lui accorder la moindre pensée. J'ai préféré relire le dernier message de mon père, « Tu n'y es pour rien. Je t'aime ». Je l'ai fait encadrer pour le poser sur le rebord de la fenêtre de mon atelier, là où mon regard le croise chaque jour depuis mon bureau de travail. Il s'avère que réapprendre à être soi-même n'a rien d'un coup d'éclat spectaculaire. C'est l'accumulation de 1000 petits matins, chacun un peu plus authentique que le précédent, jusqu'au jour où vous réalisez que vous habitez pleinement et sans réserve une vie que vous avez vous-même choisie. Tel fut le legs inestimable que mon père m'a laissé, non pas seulement ces millions bien qu'il m'ait offert la liberté, mais la preuve éclatante, reçue comme une lettre enfin distribuée, qu'il m'avait vu tel que j'étais. Qu'il m'avait jugé digne d'être retrouvé et qu'il avait bâti une forteresse pour m'offrir un refuge le jour où je relèverais enfin la tête. Et j'ai relevé la tête. 10 ans. C'est le temps durant lequel j'ai laissé quelqu'un d'autre restreindre les frontières de mon existence. En fin de compte, ce qui a brisé mes chaînes ne fut pas un soudain élan de bravoure, pas au début, mais un simple coup de fil auquel j'ai failli ne jamais répondre. Voici ce que je retiens de cette épreuve, l'isolement n'étant rien une preuve de protection, l'amour véritable ne cherche jamais à vous amoindrir, et ceux qui reconnaissent votre valeur sauront toujours bâtir les ponts nécessaires pour vous rejoindre, par-delà les années de silence.